Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi aujourd'hui d'avoir l'opportunité de présenter à la session de l'ATMA. Et donc cette présentation portera sur une partie de mes travaux de thèse, et donc une thèse CIF qui s'est terminée en février de cette année et qui a été réalisée au Centre des matériaux sous la direction d'Anne-Françoise Gourve-Laurençon et au Centre de recherche de Naval Group sous l'encadrement de Marine Gomez. Et cette thèse a fait également partie d'un programme qui est financé par la DGA. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de la microstructure du métal fondu d'un acier à haute limite d'élasticité en fonction des cycles thermiques locaux. Donc nous allons parler de microstructure et de soudage dans des aciers à haute limite d'élasticité. Donc pourquoi nous nous intéressons au soudage de ces aciers, de ces pièces? C'est car on va retrouver des pièces structurales qui vont être en acier HLS, c'est-à-dire à haute limite d'élasticité soudable, et ces pièces vont devoir être assemblées par soudage. Et donc dans notre cas, au vu des épaisseurs, ça va être le soudage multipasse, c'est-à-dire plusieurs cordons de soudage. Et donc nous sommes intéressés exclusivement au soudage à électrode enrobée, donc soudage à l'arc, qui est ici un procédé manuel. Et finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir développer des produits d'apport et de maîtriser le procédé de soudage afin de garantir la tenue des exigences qui sont requises. Mais elles sont parfois difficilement compatibles, c'est-à-dire qu'il va être difficile d'avoir par exemple des exigences en tenue au choc, ténacité, mais aussi en traction. Et donc, les problématiques, c'est d'obtenir un bon comportement mécanique de ces joints soudés, car on va avoir des microstructures qui vont être complexes, qui vont être liées à la vitesse de refroidissement, à la composition chimique et au procédé de soudage. Et aussi, le procédé multipasse va venir complexifier la microstructure du métal fondu, car il va subir beaucoup de cycles thermiques, car ça va être dû à chaque dépôt de passe, et donc ça va créer des microstructures qui vont être assez hétérogènes à travers tout le joint. Donc les objectifs des travaux qui sont présentés ici, c'est l'étude approfondie de la microstructure du métal fondu, l'établissement de diagrammes donc, TRC, TRCS, donc transformation refroidissement continu de soudage, afin de se rapprocher des microstructures sur pièce, et aussi de monter en compréhension sur le lien entre les cycles thermiques locaux et la microstructure. Donc pour étudier le soudage de ces aciers HLS, nous avons étudié un joint soudé multipasse soudé bout à bout en acier HLS, soudé du coup à l'arc par électrode enrobée. Et donc le métal fondu, c'est un métal fondu à bas carbone faiblement allié. Et donc on peut voir du coup la composition chimique du métal fondu ainsi que la macrographie du joint soudé à droite après attaque chimique. Et donc la démarche expérimentale qui a été choisie, c'est de prélever des éprouvettes entièrement dans le métal fondu du joint soudé, et ensuite, avec ces éprouvettes, de réaliser des essais de dilatométrie, donc ici avec un dilatomètre de trempe, afin de réaliser des cycles thermiques donc à partir de la microstructure du métal fondu. Et donc ça va nous permettre du coup d'étudier l'évolution de la microstructure. Et donc les données qui vont être recueillies avec ces cycles thermiques expérimentaux, ça va être des données diatométriques, donc typiquement la température de transformation, et également les proportions des constituants. Et également, on a étudié les microstructures, donc via des mesures de dureté ou des observations au microscope optique et microscope électronique à balayage. Donc avant d'étudier spécifiquement l'évolution de la microstructure, on va s'intéresser déjà à la macrostructure d'un joint soudé multipasse. Et en fait, on va voir qu'il y a plusieurs zones particulières qui sont identifiables après attaque chimique, donc sur les deux images ici. Donc, on va voir la dernière phase de soudage qui va nous permettre de voir la microstructure brute de soudage. On va voir la zone qui est située juste en dessous de cette dernière phase, donc la zone qui va être réausténétisée par cette dernière phase. Ensuite, on va avoir des zones qu'on appelle équiaxes ou colonnaires. En fait, c'est les zones dont la morphologie des grains parents austénitiques sont de forme équiaxe ou colonnaire. Et également, sur l'image de droite, on peut voir aussi des bandes blanches qui apparaissent et du coup des zones hors bandes blanches. Et finalement, l'identification et l'étude des historiques thermiques qui vont être associés à ces zones,
ça a fait l'objet d'un article qui a été publié cette année, et on a montré que l'hétérogénéité microstructurale et macrostructurale est due aux réaffectations thermiques causées par le dépôt des passes, et ça dépend du coup de la position dans le métal fondu. Par contre, ce que nous n'avons pas étudié dans cet article, c'est l'évolution de la microstructure du métal fondu selon la vitesse de refroidissement. Et donc, on voit qu'on a besoin, pour aller plus loin, de comprendre ce lien entre microstructure et cycle thermique, donc, avec la phase de refroidissement. Donc, comme les zones à cœur du métal fondu ils sont majoritaires, il faut qu'on étudie la microstructure donc, de ces zones, en particulier de ces zones hors bande blanche. Les bandes blanches, en fait, elles ont déjà été étudiées dans l'article. Donc on s'intéresse qu'à ces zones hors bande blanche. Et ces zones hors bande blanche, en fait, elles vont subir, comme historique thermique, une dernière réocinétisation qui va être totale avec des revenus. Et donc du coup, dans nos travaux, on a décidé d'étudier tout d'abord l'effet d'une réocinétisation totale sur la microstructure, et ensuite l'effet d'un revenu après une réutilisation. Donc pour étudier l'effet de la vitesse de refroidissement sur la microstructure du métal fondu, nous avons réalisé des essais thermiques pour simuler différents types et vitesses de refroidissement. Et pour cela, on a établi des diagrammes TRC, donc transformation en refroidissement continu, et TRCS, donc transformation en refroidissement continu de soudage. Et donc, pour réaliser ces essais thermiques, nous avons fait le choix d'une phase de chauffage et une phase de palier qui est identique pour tous les diagrammes, et nous avons choisi une température de pic de 1050 degrés. Donc la première approche, c'est de choisir une vitesse de refroidissement qui va être constante sur toute la phase de refroidissement. Et donc on a balayé un large intervalle pour obtenir un panel de microstructures possibles. Donc on a fait varier la vitesse entre 40 et 2 degrés par seconde, donc de 1050 degrés à température ambiante. Donc ça va être un diagramme donc, TRC qui va être rapide et facile à mettre en œuvre, et donc qui est souvent utilisé par exemple pour la caractérisation des métaux de base. Donc à droite, on peut observer du coup le diagramme TRC qu'on a obtenu, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir du coup l'évolution des proportions des constituants qui sont présents, donc que ce soit bénite ou martensite, et également du coup l'évolution de la dureté. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'on va avoir une évolution notable de la microstructure en dessous de 5 degrés par seconde. En fait, à 5 degrés par seconde, donc l'image de gauche, on va obtenir une microstructure totalement martensitique avec une dureté élevée, donc 407 Vickers, alors qu'à 2 degrés par seconde, on a un changement radical de la microstructure avec une microstructure qui va être bénitique, mais assez grossière, avec une dureté qui va être beaucoup plus faible, donc 337 Vickers. Et donc, ce diagramme TRC, facile à mettre en œuvre, va nous permettre d'obtenir des informations de référence sur les domaines d'existence des constituants. Mais par contre, le refroidissement ne va pas être représentatif du soudage. Et donc, nous avons besoin de nous rapprocher d'un cycle de soudage. Donc, pour se rapprocher de manière simplifiée d'un cycle de soudage, nous avons décidé de réaliser un diagramme un peu intermédiaire, c'est-à-dire avec une phase de refroidissement en 2 étapes, avec une vitesse de refroidissement rapide dans un premier temps jusqu'à 500 degrés, donc 12 ou 20 degrés par seconde, puis une vitesse plus lente, ensuite jusqu'à la température ambiante, donc 2 ou 5 degrés par seconde. Donc, ce qu'on peut voir donc, sur les diagrammes ici présentés, c'est que ce soit à 12 ou 20 degrés par seconde, on observe un peu les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'au niveau de la proportion de constituants et les duretés, finalement, on va être relativement proche. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on va comparer avec les résultats du premier TRC avec une vitesse de refroidissement qui va être constante sur toute la phase de refroidissement. Donc, si on regarde la phase de refroidissement avec une vitesse constante, donc qui sont les carrés en bleu, finalement, on voit que la fraction de bénite va être à chaque fois inférieure aux essais qui sont réalisés du coup ici avec 2 étapes, c'est-à-dire qu'à une vitesse de refroidissement rapide puis lente. Et finalement, ça se répercute sur la température de transformation où on voit que après un refroidissement à 2 étapes, la température de transformation va être également plus élevée. Donc finalement, les microstructures évoluent après un refroidissement
rapide jusqu'à 500 degrés, et les conditions de refroidissement à haute température semblent influencer la cinétique de transformation de phase et l'état microstructural de l'austenite avant la transformation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ces résultats nous montrent que se baser sur un diagramme TRC où la vitesse de refroidissement va être constante sur la phase de refroidissement, ça ne va pas forcément être représentatif d'une microstructure après un cycle de soudage plus complexe. Donc, on voit la nécessité de reproduire un refroidissement de type soudage. Et donc, pour se rapprocher d'un refroidissement de type soudage, nous avons décidé de reproduire une phase de refroidissement que l'on calcule avec le modèle de Rosenthal, qui est un modèle analytique thermique souvent utilisé en soudage, afin de générer une phase de refroidissement qui se rapproche de la réalité. Et donc, pour ce faire, nous avons juste repris la phase de refroidissement du cycle du modèle de Rosenthal. Par contre, pour la phase de chauffage et la phase de palier, nous avons pris les mêmes conditions que les essais précédents. Et donc, pour faire varier les vitesses de refroidissement de ces cycles thermiques, on fait varier dans le modèle de Rosenthal les paramètres de soudage, donc que ce soit l'énergie de soudage ou la température d'interface. Et donc, ça nous permet de générer des cycles thermiques avec des refroidissements qui vont être différents et qui vont être cohérents avec la réalité. Et donc, pour comparer tous ces résultats entre eux, puisque comme c'est des refroidissements complexes, nous allons utiliser deux paramètres, donc, qui est le temps de refroidissement entre 800 et 500 degrés, donc le delta T85, qui est très souvent utilisé dans la littérature, dans le soudage. Et également, on a fait le choix de choisir également la vitesse de refroidissement à 450 degrés, car à cette température, finalement, on observe très souvent des transformations de phase. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons généré une multitude de cycles thermiques représentatifs du soudage, c'est-à-dire nous avons fait varier le refroidissement afin d'obtenir des delta T85 ou des vitesses de refroidissement qui soient assez larges, afin de regarder l'évolution de la microstructure sur tous ces intervalles. Finalement, ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir une évolution de la microstructure en dessous d'une certaine vitesse de refroidissement ou d'un certain delta T 8,5. Typiquement, si on regarde sur la vitesse de refroidissement, donc le graphique de gauche, si on regarde la courbe en bleu qui est la dureté, si on regarde à partir de 7 degrés par seconde, on va avoir la dureté qui va chuter, et donc la température de transformation, donc en rouge, qui elle va augmenter. Et finalement, ça se voit également du coup sur le delta T85, qui à partir de à peu près 15 secondes, on voit qu'il y a du coup des changements qui sont assez notables. Et donc, ce changement, si on regarde la microstructure, finalement, lorsqu'on se place dans un delta T85 de 14 secondes, on va avoir une microstructure qui va être totalement martensitique, mais à mesure que le delta T85 va augmenter, donc que ce soit 19 ou 22,5 secondes, on va avoir une microstructure qui va évoluer, qui va être majoritairement bénitique. On va avoir un changement progressif. Et finalement, c'est cohérent avec les observations précédentes, c'est-à-dire qu'on va avoir un changement de la microstructure sur un intervalle restreint. Et donc, ce qui est important avec ces essais que nous avons réalisés ici, c'est d'avoir pu montrer l'effet de la forme du refroidissement sur la microstructure. On observe des microstructures qui sont différentes des précédentes, car elles sont davantage homogènes, probablement dues au refroidissement qui est plus progressif, avec du coup cette phase de refroidissement qui reproduit le soudage et donc qui diminue au fur et à mesure. Donc, si nous revenons un peu sur l'évolution des microstructures et sur les résultats que je vous ai présentés, ce qu'on a vu, c'est l'effet du refroidissement sur la microstructure après une réaustinisation totale. C'est-à-dire que la microstructure va évoluer selon la vitesse de refroidissement et selon la forme du cycle thermique. Et nous avons pu voir que passer d'un cycle simplifié à un refroidissement plus complexe a révélé du coup l'importance de réaliser des essais thermiques qui vont être proches de la réalité. Et à ce stade, nous avons regardé uniquement l'effet d'une réaustinétisation sur la microstructure, mais comme nous avons vu sur la macrostructure, la majorité du métal fondu subit après la
dernière réocinétisation, des cycles de revenu, c'est-à-dire des cycles de la température de pic, va être inférieur à la température de début d'ostnétisation. Donc, nous avons besoin d'étudier l'effet de ces revenus pour comprendre de manière complète l'évolution de la microstructure dans le métal fondu. Et donc, pour cela, nous avons réalisé des cycles thermiques de revenus. Donc, nous avons fait un premier cycle de réocinétisation à 1050 degrés, similaire au cycle du coup avec le diagramme TRCS. Et on a généré différents refroidissements pour obtenir différentes microstructures. Et ensuite, nous avons fait à la suite un deuxième cycle thermique, un cycle de revenus. Et donc, avec deux objectifs qui sont de regarder l'effet de la microstructure initiale après un revenu à 650 degrés et l'effet de la température de revenu, donc ici entre 500 et 650 degrés, avec la même microstructure initiale. Tout d'abord, nous allons regarder l'effet de la microstructure initiale après un revenu avec une température fixée, donc ici 650 degrés, donc qui est juste en dessous de la température de début d'ostnétisation qui est autour de 680-690 degrés. Donc nous avons formé plusieurs microstructures, donc martensitique, bénétique, avec le modèle de Rosenthal. Et donc on a fait un premier cycle à 1050 degrés, puis un revenu à 650. Ce qui est intéressant, donc si on regarde le graphique en dessous, c'est que nous avons fait varier du coup le delta T85, donc à 9, 14 et 17 secondes. Et lorsqu'on compare la dureté du coup avant et après revenu, on voit qu'il y a une perte de dureté entre 30 et 50 Vickers après revenu, et cela peu importe la microstructure. C'est similaire pour toutes les microstructures. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons observé la microstructure avant et après revenu, et il n'y a pas de réel changement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces résultats nous permettent de nous donner une borne maximale sur la chute de dureté qu'il est possible d'observer dans un joint, puisqu'en fait 650 degrés c'est proche du coup de la température de début d'ostnétisation. Donc finalement c'est un revenu qui va être assez haut, et donc ça nous permet finalement d'avoir une borne de cette chute de dureté, et on sait que ça va être entre 30 et 50 Vickers. Donc si on regarde l'effet de la température de revenu sur une même microstructure initiale, donc ce que nous avons fait, c'est qu'on a fait un cycle à 1050 degrés, et on a comparé la dureté avant revenu, puis après revenu, et donc on a fait varier la température du revenu. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que la perte de dureté va être dépendante de la température de revenu. Plus elle est élevée, et plus la diminution de la dureté va être importante. On a à peu près 30 HV de différence entre 650 et 550 degrés. Et on a une diminution qui va être beaucoup plus faible en dessous de 550 degrés. On va être à 20 Vickers et ça ne va pas trop évoluer. Et de même, on n'observe pas de changement microstructural. Donc ce qui est important avec ces résultats, c'est que finalement dans un joint, on va avoir une variation de la dureté qui va être rendue possible, puisque au sein d'une même passe, finalement, les revenus subis vont être différents selon la localisation dans cette passe. Et donc, ça nous permet de consolider le lien qui existe entre l'évolution de la dureté et la localisation dans le joint soudé. Et donc, ça nous permet du coup d'accroître notre connaissance de la microstructure et de la macrostructure d'un joint soudé. Donc, pour conclure, si nous devions retenir que quelques informations, c'est que la vitesse de refroidissement va être le paramètre clé qui va piloter la microstructure formée pendant le soudage. Et donc, dans ces travaux, nous avons voulu évaluer la sensibilité de cette microstructure en réalisant des cycles de simulation thermique de plus ou moins complexes. Et on a vu que cette microstructure variait de façon notable entre 2 et 7 degrés par seconde, ou 14 et 25 secondes pour le delta T 8,5. Et finalement, ce sont des microstructures qui vont être complexes à étudier, donc martensitique, bénétique. Et c'est cohérent avec la composition chimique du produit d'apport. Donc, cette microstructure va évoluer sur un intervalle restreint. Et cet élément est très important car, en fait, ça nous montre du coup l'importance de contrôler et de maîtriser le refroidissement pendant le soudage, ou du moins en être conscient. Car
Finalement, si on a une variation des paramètres de soudage, ça va entraîner des changements plus ou moins notables selon le produit d'apport que l'on va utiliser. Et donc du coup, produire également des changements notables sur les caractéristiques mécaniques finales. Et enfin, nous avons vu l'importance de conduire des essais de type dilatométrique pour caractériser la microstructure, puisque finalement, ces essais ont permis d'accroître du coup notre connaissance sur le métal fondu et du coup de mieux maîtriser tous les éléments qui vont venir modifier la microstructure formée pendant le soudage. Car ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'objectif au final, c'est d'obtenir une microstructure qui va être robuste et reproductible pendant le soudage, c'est-à-dire qui va être stable face à une variation connue des paramètres de soudage ou de la composition chimique, et donc d'avoir des caractéristiques mécaniques que l'on contrôle au final. Voilà, je vous remercie de votre attention.